bienvenue aux Matins éphémères. Il nous reste encore presque une heure. Il est 8h17. C'est mardi aujourd'hui, 5 février. À venir, Dominique Girard qui nous parlera sport. Également, dans quelques minutes, Georges Goma et son invité Willy Blanc nous parlera de la Côte d'Ivoire et de Laurent Gbagbo en tout. Évidemment, bien sûr, là, ça va de pair. Un mot, parce que la température, bien sûr, n'est pas la belle température n'est pas au rendez-vous. C'est de la pluie verglaçante. Alors, ça complique les déplacements ce matin et plusieurs écoles là, sont fermées aujourd'hui. Plusieurs écoles de la région de Québec. Alors, la plupart des commissions scolaires, là, faites le tour. Là, la capitale, le centre Québec, Charlevoix, c'est ouvert. Par contre, la commission scolaire des découvreurs, c'est fermé. Port-Neuf, c'est fermé. Première Seigneurie, c'est fermé. Le collège Jésus-Marie de Sillery, c'est fermé. Après, le collège Charles-Antoine Garnier, c'est fermé. Saint-Louis, c'est fermé. Et il y en a plein d'autres comme ça, là. Alors, faites surveiller. Bien sûr, les enfants vont férier. Il n'y a pas d'école. C'est plus compliqué parfois pour les parents. Alors, on se reparle dans quelques minutes. Georges est en studio. Je rejoins son invité et puis on parle de la Côte d'Ivoire dans quelques instants. Alors voilà, il est 8h21. Georges est avec nous en studio. Alors, bonjour Georges. Bonjour Caro. Comment vas-tu? Ben, je vais bien. Peux-tu remonter un peu ton micro? Comme ça, oui, c'est vrai. Mais il est un peu bancal, là, mon micro. Il est un peu bancal. Ben, c'est parfait comme ça. Ça va? Oui, ça va. Ouf. Et puis, on a eu de la difficulté à rejoindre notre invité de ce matin, qui quand même un invité important, le Willy Blanc. Oui, tout de même, gros nom, directeur de campagne de Laurent Gbagbo, membre de la représentation, que je me mette devant, du Front patriotique ivoirien. Voilà, c'est ça, FPI. Le parti de Laurent Gbagbo. Alors, difficulté à le rejoindre, mais tu peux tout de même nous parler de ce qui se passe là-bas. Laurent Gbagbo qui a été, acquitté, on peut dire comme ça. Hein, oui, mais déjà, mettre un peu le contexte, Caro. Oui, pour les gens qui nous entendent, on a rarement parlé de la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays africain, en Afrique de l'Ouest. Hein. C'est vraiment les pays qui au temps de Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny, c'est le premier président de la Côte d'Ivoire et qui est décédé il y a un certain nombre d'années, bientôt 20 ans maintenant, et la Côte d'Ivoire était la vitrine, en fait, une belle vitrine en Afrique, hein, l'une des pays, déjà le plus grand producteur de cacao au monde, c'est la Côte d'Ivoire. Donc nous avons plaisir à manger les chocolats, du chocolat, tous les produits à base du cacao, mais c'est la Côte d'Ivoire qui est le plus grand producteur de cette denrée, cette matière première. Et puis la Côte d'Ivoire, à la mort de Félix Houphouët-Boigny, il y a eu une turbulence, évidemment, quand un président a vécu pendant longtemps au pouvoir et qui a fait la renommée de la Côte d'Ivoire décède de cette manière, sans avoir préparé, n'est-ce pas, sa succession. Ça crée tellement de problème. Donc il y a eu Konan Bédé qui a succédé à Félix Houphouët-Boigny. Après Konan Bédé, il y a eu Robert Gueye qui était un militaire qui a pris le pouvoir, qui disait venir balayer un peu la maison pour remettre le pouvoir aux civils. Mais arrivé au pouvoir, il a pris le goût du pouvoir, a voulu rester. Ça arrive souvent, trop souvent. Mais il est venu balayer la maison. On l'a balayé lui-même aussi, puisqu'il a été, n'est-ce pas, écarté du pouvoir par un coup d'État. Il en est mort. Et après, on a organisé des élections présidentielle où Laurent Gbagbo a été élu président de la République. Élu démocratiquement élu dans les règles de l'art depuis les années 2000. Et donc, il a exercé le pouvoir et les prochaines élections, c'était en 2005. Ils n'ont pas eu lieu parce que le pays est rentré dans une turbulence politique et même une crise politico-militaire. Il y avait aussi dans le système de Houphouët-Boigny un monsieur qu'on appelle monsieur Ouattara, Dramane Ouattara, qui était Premier ministre également, une grande personnalité, un grand fonctionnaire
actionnaire, n'est-ce pas, de la banque, du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale, en tout cas l'une des deux institutions, grand économiste, qui était donc premier ministre de Félix Houphouët-Boigny, et lui aussi, en fait, il était dans cette arène du pouvoir. Et la grande crise, en fait, politico-militaire qu'il y a eu depuis 2002, parce qu'en 2002, Gbagbo était au pouvoir depuis l'an 2000, et en 2002, il y a eu un premier coup d'État contre Laurent Gbagbo. Un coup d'État venu de l'extérieur du pays, de Burkina Faso, juste à côté pour ne pas le citer. Eh bien, ce coup d'État a manqué. Gbagbo est resté au pouvoir et depuis ce temps-là, évidemment, le régime est resté sous pression. Alors, coup d'État, explique-nous les intérêts du Burkina Faso de faire tomber Laurent Gbagbo pour... Ben, déjà, le Burkina Faso, déjà... Caro, tu te rappelleras, quelques années, nous avons parlé de ce Tché africain, hein, le Tché africain qui était Thomas Sankara, évidemment, qui a été éliminé par son bras droit, qui était devenu donc le président de ce pays, Blaise Compaoré, qui est du Burkina Faso. Alors, après avoir tué donc Thomas Sankara, Blaise Compaoré a pris le pouvoir. Et Blaise Compaoré avait des bons rapports avec la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny. Et on dit même que la femme de Blaise Compaoré est la nièce directe de Félix Houphouët-Boigny. Donc tu vois, il y a la politique déjà, et puis il y a les relations de famille qui rentrent là-dedans. Et entre Thomas Sankara, le Tché africain en Côte d'Ivoire, un jeune président truculent, plein d'idées, qui bougeait tout et qui faisait aussi mettait la France en très mauvaise posture parce que Thomas Sankara disait les vérités en politique qu'il ne faut toujours pas dire ouvertement, tu vois. Alors il était devenu une personne dérangeante pour tout le monde. Mais Thomas Sankara était braqué sur un patriotisme africain en tant que tel. C'est parmi les jeunes chefs d'État qui veulent tellement que l'Afrique se développe, mais tu sais très bien, on va le dire, et je veux le dire ici avec beaucoup de force, que l'Afrique, le seul continent, l'Afrique, c'est comme si le développement de l'Afrique est inversement proportionnel au développement de l'Occident. C'est-à-dire que l'Occident doit monter pendant que l'Afrique doit descendre. Je vais dire ça en provoquant un peu, mais c'est ça. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc, évidemment, ça c'est important. Hein. On n'a pas notre invité au téléphone, mais on va jaser sur la Côte d'Ivoire. Je vais dire un peu ce que je sais là-dessus. Donc, on revient à Laurent Gbagbo. Là, on a fait une grosse parenthèse pour expliquer le coup d'État. Mais j'ai pas terminé ce coup d'État parce qu'il faut qu'on le comprenne. Il faut que nos auditeurs le comprennent. Le nerf de la guerre et surtout le rapport entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso qui jusqu'aujourd'hui est évidemment dans les enjeux politiques en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce rapport est toujours là. Alors, je vais terminer en disant ceci que donc Blaise Compaoré, sa femme, est la nièce de Houphouët-Boigny. Et puis quand Thomas Sankara et François Mitterrand, à l'époque, évidemment, ils se sont rencontrés, il est venu ici en France également, il a dit ces vérités qu'il faut toujours pas dire, et c'était l'homme à abattre. C'était l'homme à abattre, et on a eu raison de Thomas Sankara. Il en est mort. Tu vois? Alors, mais ce qui s'est passé maintenant en Burkina Faso, Caro, Compaoré s'est transformé en dictateur, comme les autres. Mais oui, je sais pas pourquoi. Et tout récemment, il voulait pas partir du pouvoir. Il a changé la constitution, lui aussi. Mais le peuple burkinabé, le Burkina Faso qui était la Haute-Volta à l'époque coloniale, le Burkina Faso, c'est le nom qu'avait donné Thomas Sankara et qui a une signification. Le Burkina Faso veut simplement dire « au pays des hommes intègres ». Donc tu comprends très bien que Thomas Sankara avait mis au centre de son éthique politique l'intégrité de l'homme politique au pouvoir. Ça, c'est très important. Et c'est pourquoi il en est parti, il en est mort. Et donc, aujourd'hui, Blaise Compaoré qui avait pris le pouvoir, qui voulait plus partir du pouvoir, il est parti du pouvoir. Chassé par qui? Mais par la population, qui n'en voulait pas.
il a fui où? Il a fui en Côte d'Ivoire. Et entre-temps, en Côte d'Ivoire, on va revenir là-dessus, puisque c'est le sujet du jour, un peu la politique ivoirienne stricto sensu. Eh bien, en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Dramane Ouattara qui est devenu le président, à la suite, n'est-ce pas, de cette crise politique. On est en quelle année, voilà. là? Alors, là, on est... Ouattara a pris le pouvoir... Ouattara a pris le pouvoir, là, en 2011, pratiquement, là. C'est en 2010 qu'il y a eu les élections en Côte d'Ivoire, là. Hein? C'est-à-dire que le premier coup d'État contre Laurent Gbagbo, c'est en 2002. Il a résisté à ce coup de force. En 2005, il devait y avoir des élections régulières, mais entre-temps, évidemment, en Côte d'Ivoire, depuis 2002, s'était formée une rébellion du Nord. Ouais. Et la rébellion du Nord avait comme leader Alassane Dramane Ouattara. Voilà, ça c'est très important parce que... Ça c'est compliqué, donc à partir de 2002, les choses sont oui, devenues... absolument, bien c'est deux ans après que, évidemment, Gbagbo ait été élu à la régulière. Et il n'était pas... Il faut dire aussi une chose, qu'en 2002, c'est pas forcément Laurent Gbagbo qui était attendu là, hein? Mais il y a eu vraiment, entre Henri Konan Bédié, Robert Guéhi, et Alassane Dramane Ouattara, c'était vraiment des personnes. Quoique Gbagbo, c'est le résistant c'est l'opposant par excellence. Il faut le dire aussi. C'est l'opposant par excellence à Houphouët-Boigny, le père de l'indépendance. Donc pendant que Houphouët-Boigny, qui avait toutes les faveurs de la France, puisqu'il était, en tout cas, ses entrées au niveau, c'était un président très, très, très respecté. Très, très respecté, comme l'était le président Senghor du Sénégal aussi. C'était des présidents très, très respectés ici en France. Alors, donc, pendant la période de Félix Houphouët-Boigny, c'est Laurent Gbagbo, un jeune socialiste, faisant partie de l'internationaliste socialiste, qui était le plus grand opposant de Houphouët-Boigny. Maintenant, quand Houphouët-Boigny part, il meurt. Mais il y a les gens qui sont dans la machine politique, là, autour de lui. Et ça joue dur. Qui ça joue dur. Ils ont, n'est-ce pas, pratiquement tous les leviers du pouvoir. Donc, ils veulent s'accaparer ce pouvoir-là, au sein des gens qui étaient avec Félix Houphouët-Boigny. Et donc, Gbagbo, à côté, il faisait un peu outsider. Maintenant, les rivalités entre ceux qui étaient en pole position là ont fait qu'il puisse tirer son épingle du jeu, Laurent Gbagbo, un peu le troisième larron qui vient prendre le pouvoir. Et il a pris, et il a exercé, et c'est là où évidemment en 2002, on veut le déloger de là. Ouais. Comme je l'ai dit tantôt. Et ça n'a pas réussi. Les élections qui étaient en 2005, mais ma foi, là aussi, puisqu'il s'est construit une crise politico-militaire dans le pays, c'est-à-dire que la rébellion du Nord, en Afrique, il y a ça aussi, hein, le Nord et le Sud. Ouais. Je ne sais pas pourquoi on divise toujours les pays en Nord et Sud. Donc la rébellion qui vient du Nord, soutenue par le Burkina Faso, et l'autre élément, Caro, pour que tu saisisses très bien, que nos auditeurs saisissent très bien la complexité de l'affaire, il se dit que Alassane Dramane Ouattara, l'actuel président de la Côte d'Ivoire, n'est pas ivoirien. Il n'est pas ivoirien, mais il est burkinabé. Ouais. Donc il est originaire du Burkina Faso. Et c'est l'occasion pour moi de dire, pour ceux qui nous écoutent, pour qu'on saisisse bien la complexité de ce pays, la Côte d'Ivoire, que nous aimons beaucoup par ailleurs, mais c'est que Félix Houphouët-Boigny avait une particularité dans sa façon de mener le pouvoir. Félix Houphouët-Boigny s'entourait des personnes compétentes, qu'importe sa nationalité. C'est-à-dire qu'il pouvait prendre, au Congo par exemple, le Congo-Brazzaville d'où je viens, il y a un certain Paul Kaya. Paul Kaya qui était dans le gouvernement de Félix Houphouët-Boigny, qui a occupé des postes énormes dans le gouvernement, alors qu'il était congolais. Ouais. Donc c'est tout à fait normal aussi que Ouattara, originaire du Burkina Faso, puisse occuper des postes importants
au sein de la législature, les législatures de Houphouët-Boigny, puisqu'il était compétent. C'est ça le truc qui est intéressant avec ce pays-là. Donc évidemment, il se trouve évidemment que pour l'histoire de la Côte d'Ivoire, il y ait une personne compétente en la personne de Ouattara, qui est dans les réseaux du pouvoir, dans les circuits du pouvoir, et qui a travaillé au FMI ou à la Banque mondiale, certainement à la Banque mondiale, et donc qui est un élément important. Ouais. Et puis après, quand Félix Houphouët-Boigny meurt, pour essayer de l'écarter puisqu'il était influent, c'est Conan Bédié, qui était le président de l'Assemblée nationale de ce pays-là, évidemment très influent dans le système, qui était le premier président après Houphouët-Boigny, c'est lui qui crée un concept. Ça, c'est important, Caro, je te le dis. Oui, je sais. Tu tiens déjà la tête là, mais... Il y a beaucoup de monde dans cette histoire-là. Oui, il y a beaucoup de monde dans cette histoire, mais c'est ça qui est intéressant. Je pense qu'on va en faire une série, hein. On reviendra là-dessus jusqu'à voir notre correspondant de Paris, Monsieur Blas. C'est pas ce qui lui est arrivé. Mais ce que je vais dire est important. Monsieur Conan Bédié, qui était le président de l'Assemblée nationale au temps de Félix Houphouët-Boigny et qui l'a succédé tout de suite après la mort du patriarche, il a créé un concept discriminant qu'ils ont appelé l'ivoirité. Alors, le concept de l'ivoirité voulait tout simplement que le prétendant à la présidence de la République soit de père et de mère ivoiriens. Alors, tu comprends très bien qu'il y a une personne qui est visée là. Ben oui, tout à fait. C'est Alassane Ouattara, qu'on dit qu'il est burkinabé, il n'est pas donc ivoirien. Il s'entoure de gens d'autres pays. Donc, voilà, absolument. Et là, j'aimerais qu'on ramène toute cette histoire-là, Georges, qu'on ramène ça à Laurent Gbagbo, parce que là, on disait tout à l'heure d'entrée de jeu qu'il a été acquitté. Il a été acquitté de quoi? Il a été accusé de quoi? Comment se fait-il? Ramenons ça à ce Laurent contexte-là. Alors, on va le ramener à Laurent Gbagbo, mais c'est important ce que nous disons là, pour bien comprendre. De toutes les façons, là, on est parti là pour faire une autre chronique là-dessus pour que nos auditeurs nous comprennent très, très, très bien des enjeux qui se passent en Côte d'Ivoire en ce moment. Alors, Laurent Gbagbo, je dirais qu'il devait organiser les élections en 2005, mais il ne les a pas organisé très bien. Absolument, parce qu'il s'était construit déjà cette crise politico-militaire entre son régime à lui et puis les nordistes, en fait, la rébellion du Nord, puisque le pays était carrément divisé en deux. Ouais. Le nord et le sud. Le nord avec Ouattara et finalement le sud avec Gbagbo qui était au pouvoir. Ouais. Et donc, évidemment, il comprend très bien qu'il y avait la pression. Et puis, il y a un élément aussi qui est très important, qu'on ne peut pas ne pas citer, sinon on ne comprend rien. C'est la place de la France. Ouais, c'est la place de la France dans le système. La France a été davantage présente militairement, c'est-à-dire avec la pratique militaire au sens strict, avec l'usage des armes en Côte d'Ivoire. Les Français étaient là, en Côte d'Ivoire. Il était bien clair que les Français n'étaient pas pour Laurent Gbagbo et que les Français étaient pour Alassane Dramane Ouattara. Et une autre chose, pour comprendre un peu le micmac en Côte d'Ivoire, bon, ça veut certainement rien dire fondamentalement, mais ça peut quand même aussi dire quelque chose. Les relations, on a vu bien que les relations familiales ou les relations matrimoniales ont toujours martelé et tempéré la vie politique en Afrique. Si Comparé au Burkina Faso était marié à la fille, à la nièce de Houphouët-Boigny, et qu'Houphouët-Boigny et Mitterrand l'ont fait partir, Thomas Sankara, et là, le président Ouattara a une épouse. L'épouse du président Ouattara est une occidentale. Elle est une occidentale bien introduite dans la vie politique en Côte d'Ivoire. Tu vois, et puis là il y a un élément qui vient de sortir là, qu'elle était au centre quand même d'un scandale financier entre voilà pas mal de choses. Mais donc on dit aussi que Ouattara étant marié à Madame Ouattara, maintenant aujourd'hui Madame Ouattara,
qui est un élément qui a déterminé beaucoup plus les Français aussi à soutenir Ouattara qu'un nationaliste comme Laurent Gbagbo aussi. Hein. Il faut dire cet aspect de la chose pour qu'on le comprenne, c'est que Laurent Gbagbo est aujourd'hui passé dans l'esprit de beaucoup de gens comme un panafricain, qui voulait évidemment que cette fois-ci la Côte d'Ivoire et l'Afrique aussi, qu'on parle un peu des intérêts de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, puisque généralement dans ces enjeux géopolitiques et géostratégiques, on parle beaucoup plus des enjeux ou bien des intérêts des Occidentaux, jamais des Africains. Et Laurent Gbagbo était parmi ceux-là. Et c'est ça qui a fait qu'évidemment, il n'est pas pu avoir le soutien de la France, qui s'est manifesté clairement contre lui et pour Ouattara. Mais c'est quand même pas pour cette raison qu'on l'a accusé, là. Alors, la raison pour laquelle on l'a accusé, c'est que finalement, les élections qui n'ont pas pu être organisées en 2005 à cause de ce climat politique, disons-le, malsain, eh bien, avec la pression internationale, les élections ont été organisées en 2010. OK? Ouais, là, il y a un bond de 5 ans. Un bond de 5 ans. Et entre-temps, quand même, il y a eu la diplomatie aussi, parce que dans une situation de crise, on cherche quand même aussi, il y a une médiation. Il y a une médiation qui se fait. Alors, un moment fort de cette médiation, Caro, c'est quoi? C'est la rencontre de Marcoussis. Marcoussis, c'est une ville en France, dans la région parisienne, où la France a pris l'initiative de jouer au médiateur entre les gens, toute la classe, les classes politiques ivoiriennes, qui ont été comme ça convoquées en France par le gouvernement français. Je pense que c'était Chirac à l'époque qui était président de la France. Eh bien, tous les Ivoiriens se sont retrouvés à Marcoussis, où ils ont trouvé finalement un terrain d'entente où Gbagbo n'avait pas la part léonienne de la chose, mais qui avait le mérite quand même de tempérer, n'est-ce pas, la situation politique en Côte d'Ivoire. Ouais. Et donc voilà, Marcoussis, donc c'est un élément important par rapport pour bien comprendre la crise en Côte d'Ivoire. Maintenant, revenons à ta question précisément, Caro. La question que tu viens de poser, mais pourquoi est-ce que Laurent Gbagbo se retrouve à la CPI, à la Cour pénale internationale? Eh bien, l'élection qu'il organise donc en 2010, toujours le même problème, c'est les résultats. Ouais. Et quand on fait les élections, il y a une commission électorale indépendante. Voilà, il nous reste 2 minutes. Ouais. Ah ouais, seulement. Alors, donc la commission électorale indépendante, la CEI généralement, et puis il y a le Conseil constitutionnel dans la proclamation des résultats. Il s'est trouvé que la commission électorale indépendante a proclamé Alassane Ouattara vainqueur de l'élection, et la Cour constitutionnelle, elle, a déclaré Gbagbo président. Tu vois un peu, le clivage, c'est à ce niveau-là. Et là, évidemment, le clivage politique s'est renforcé, et ça aboutit à la grande crise où, évidemment, la France a soutenu les rebelles du nord d'Alassane Ouattara jusqu'à aller capturer. En fait, la France a préparé le chemin. Ouais. A préparé le chemin pour laisser les rebelles de Ouattara rentrer dans la présidence de Laurent Gbagbo, où il s'était retranché parce qu'évidemment la pression des rebelles du Nord était tellement forte avec l'appui logistique et militaire des Français. Eh ben, ils ont attaqué la présidence de la Côte d'Ivoire en 2011, où évidemment Laurent Gbagbo, sa femme et ses partisans ont été ramassés, où ils étaient retranchés dans leur bunker, enfin au sous-sol de la présidence. Et aujourd'hui, les gens qui vont sur Internet taper Côte d'Ivoire, ils verront un peu tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il y a des images incroyables de la capture de Laurent Gbagbo et son épouse qui a été malmenée,
complètement malmené, mais c'est vraiment ahurissant. Et tout de suite, il a été gardé en captivité et envoyé directement à la Cour internationale de La Haye, de façon illégale, parce que évidemment les circonstances, Monsieur Blas aurait pu nous expliquer exactement comment ça s'est passé. On essaiera de lui reparler. On lui reparlera, mais en tout cas, il est resté 8 ans incarcéré à la Cour pénale internationale, et pendant ces 8 ans, les Africains, pas seulement les Ivoiriens, mais les Africains se sont tellement malmenés pour le libérer. Ils sont allés à La Haye tout le temps pour exiger évidemment la libération de Gbagbo, parce que il n'y a pas de raison que les gens qui ont fait la guerre, parce qu'on l'accuse d'avoir perpétré des crimes contre l'humanité, mais il y a eu 2 camps. Le problème, c'est qu'il y a eu Ouattara d'un côté et il y a eu Gbagbo de l'autre. Ils se sont affrontés, il y a eu mort d'homme. Donc il n'est pas le seul à pouvoir être indexé, mais ce qu'on a vu, c'est simplement que il n'y a que lui qui a été indexé, envoyé à la Cour internationale de La Haye, et jusqu'à tout récemment où finalement on n'a pas trouvé des preuves nécessaires pour qu'il soit inculpé tel qu'il a été, et maintenant il a été relâché. Et il est parti rejoindre sa femme en Belgique. Bon, sa femme, l'autre femme est la titulaire, Simone Gbagbo, elle est en Côte d'Ivoire parce qu'elle a été malmenée aussi. Elle aussi a été emprisonnée. Et donc tout le problème, on va revenir là-dessus certainement pour voir un peu. Mais pourquoi il ne peut pas repartir chez lui, et pourquoi évidemment un certain nombre de choses. Et là, je pense que Monsieur Blas sera avec nous pour nous donner un peu toutes ces explications. J'essaie de faire le nécessaire que j'ai pu avec ma petite connaissance de la chose. Mais en tout cas, si on n'a pas tout compris, on a bien compris que c'est une situation complexe et que la France est bien présente derrière tout ça et des grands enjeux. Georges, merci beaucoup pour ces explications. Je te souhaite une très bonne semaine. On se reparle dans 2 semaines. On se reparle dans 2 semaines. Bye merci, bye. Caro. Merci. L'émission Les Matins éphémères est présentée par la Boîte à pain, boulangerie officielle de tous ceux qui adorent déjeuner. Matin, midi et soir, on entre en succursale et ça sent la fraîcheur.